Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la prise de parole des responsables religieux marseillais après l'attaque au couteau qui a tué 2 jeunes filles dans la cité phocéenne dimanche. Nous entendrons le secrétaire général de l'enseignement catholique. Il alerte sur le manque de moyens dans ces établissements. Et puis une avancée réjouissante pour les enfants trisomiques avec le lancement d'un programme de recherche sur l'apnée du sommeil. Divorce, arrêtons la casse, c'est le cri d'alerte des associations familiales catholiques qui lancent une campagne sur la face cachée du divorce en France et elle propose des solutions. Pour savoir lesquelles, nous recevrons dans notre dossier Jean-Marie Andrès, président des AFC. Après la fusillade de dimanche soir à Las Vegas qui a fait 59 morts et 500 blessés, l'Amérique se recueille. Hier matin, le cardinal Daniel DiNardo, président de la Conférence des évêques des États-Unis, a exprimé son profond chagrin en ajoutant « Peu importe l'obscurité, elle ne dépassera jamais la lumière ». Le président américain Donald Trump a appelé ses concitoyens à l'unité et à l'amour. Hier soir à Las Vegas, des veillées de prière œcuménique ont rassemblé des centaines de personnes, comme ici à la cathédrale Guardian Angel. 59 coups de gong ont retenti dans la cathédrale en mémoire des victimes. Puis Monseigneur Joseph Anthony Pépé, évêque de Las Vegas, a pris la parole, on l'écoute. Le pape François lui a adressé un message de condoléances en confiant à l'amour miséricordieux de Dieu toutes les victimes. Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, a lui aussi exprimé la proximité, la compassion et la prière des catholiques de France pour les victimes et leurs familles. L'archevêque de Marseille, dont le diocèse a aussi été touché dimanche, 2 jeunes filles, Morane et Laura, ont perdu la vie lors d'une attaque au couteau, un attentat revendiqué par l'État islamique. Hier, les membres de Marseille Espérance, cette association qui regroupe des responsables religieux de la ville, se sont exprimés avec le maire Jean-Claude Gaudin dans les murs de l'hôtel de ville. Dans un message lu par le pasteur Georges Fauché, ils ont exprimé leur prière pour leurs victimes et leurs familles, mais aussi leur volonté de garder le cap de l'espérance et de l'unité. Le maire de la ville les a remerciés pour ces mots d'espoir. Pourquoi réunir les dignitaires religieux? Parce que depuis 25 ans existe dans cette ville Marseille Espérance. Tous les dignitaires religieux font partie de cette association et ils lancent, lorsqu'il y a des événements aussi dramatiques que celui d'hier, des appels à la considération, au calme, au dialogue entre les communautés, qu'on ne recherche pas le bouc émissaire à travers une communauté. Il est clair aussi que nous ne baisserons pas la tête, que toutes les manifestations seront maintenues comme elles sont programmées et qu'en réalité, nous ne voulons pas céder au terrorisme, au fanatisme radicalisé. Et donc, l'importance des dignitaires religieuses était tout cela. D'ailleurs, des présidents de groupe du conseil municipal témoignent que nous sommes solidaires dans l'adversité et que nous espérons que ça ne se reproduira pas dans cette ville, bien entendu. La première pensée de Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille, a été pour les parents de la victime. On l'écoute. Nous avons conscience que l'esprit de paix dans notre ville est toujours fragile, même s'il est fort. Et il y a besoin, à chaque fois qu'il y a un événement qui pourrait nous diviser, de montrer que tous les responsables religieux de toutes les communautés vivent pour le respect et pour la fraternité et pour le vivre ensemble. Moi, je pense beaucoup aux parents des 2 jeunes, parce que leur vie vient de basculer. Et comment ils vont arriver à rebondir avec cette blessure qui ne se fermera jamais. Cette blessure restera toujours ouverte. Perdre un enfant de 20 ans, de 21 ans, ça ne se referme pas. Alors, croyant ou non, il y a un travail humainement très fort. Alors la foi nous aide, la foi chrétienne nous aide si on est chrétien par rapport à l'espérance pour celui et celle qui nous a quittés. Et je prie vraiment pour eux, moi, depuis hier, et je pense d'abord à eux. Le mouvement des guides et scouts de France a rendu un hommage particulier à Laura, l'une des victimes. Depuis 3 ans, elle était cheftaine Louveteau-Jeannette en Saône-et-Loire.
Les guides des scouts de France invitent chacun à s'unir par la prière pour Laura, sa cousine, leur famille et leurs proches. Le secrétariat général de l'enseignement catholique s'inquiète pour ses chefs d'établissement en ce début d'année. Ce matin, lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, son secrétaire général Pascal Balmand a alerté sur le manque de moyens alloués à l'enseignement catholique, qui compte pourtant toujours plus d'élèves. Au cœur de cette préoccupation, la suppression de 4000 contrats aidés et l'absence de création de postes. On l'écoute. La préparation de la rentrée 2018 va bien évidemment s'avérer un peu complexe. Depuis des années, nos effectifs, et nous nous en réjouissons, ne cessent d'augmenter. Par ailleurs, nous approfondissons également d'année en année, nous les approfondissons vraiment nos efforts en termes d'ouverture à tous, d'accueil des élèves les plus fragiles, de prise en compte des migrants non accompagnés, etc., etc. Tout ceci suppose des moyens d'enseignement. Or, nous le savons bien, nous connaissons tous l'état budgétaire du pays. Vous savez comme moi que les arbitrages ministériels se traduisent pour ce qui est de l'éducation nationale par l'annonce d'une rentrée blanche en septembre 2018, pas de suppression de postes, ouf, mais pas de création de postes non plus. Pour les chefs d'établissement, ça va être compliqué, bien sûr. Pascal Balmand a aussi annoncé une nouvelle orientation importante pour l'enseignement catholique, celle de l'éducation au dialogue interculturel et interreligieux dans ces écoles. La société française est de plus en plus morcelée. Elle est traversée par des tensions diverses, multiples, malheureusement croissantes. Autant de motifs qui nous ont poussés à nous dire qu'il ne s'agit surtout pas d'imposer aux établissements, aux équipes, aux parents, aux chefs d'établissement, je ne sais quelle ligne qu'il faudrait suivre, mais les aider à bien se poser les questions. Je prends un exemple très concret, parce que c'est du quotidien des établissements, la question vestimentaire. Autre exemple, la question alimentaire. Alors on pense tout de suite au halal ou au kasher, mais en fait la question, elle n'est pas seulement interreligieuse, elle est aussi interculturelle. Regardez par exemple le développement de la mode, je ne sais pas s'il faut parler de mode, végane. Bon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que donc, d'un établissement catholique à l'autre, il peut y avoir, et je m'en réjouis, des pratiques différentes, des options différentes, des normes différentes, parce que les terrains ne sont pas les mêmes, parce que les jeunes sont différents, parce que les projets varient, et je me réjouis de cette diversité dès lors que les questions sont prises au sérieux. Un nouveau programme de recherche clinique vient d'être lancé par l'Institut Jérôme Lejeune et l'hôpital Necker. Il s'appelle Respire 21. Son but, dépister et résoudre systématiquement les apnées du sommeil chez un enfant trisomique durant les 3 premières années. Car on sait que l'apnée du sommeil aggrave les déficiences intellectuelles chez un enfant atteint de trisomie 21. Précision avec le professeur Brigitte Fauroux, responsable scientifique de ce programme. En fait, moi, je m'étais aperçue que lorsqu'on traitait des bébés atteints de trisomie 21, leur apnée du sommeil, ils avaient à l'âge de 3 ans un développement neurocognitif et un comportement et un langage qui étaient nettement meilleurs comparé à des enfants trisomiques qui avaient un syndrome d'apnée du sommeil qui n'était pas traité. Donc, avec l'Institut et la Fondation Jérôme Lejeune, on a pris le parti de faire pour la première fois cette étude prospective de prévention de l'apnée du sommeil pour voir si, avec cette étude, on peut améliorer le développement neurocognitif, le comportement et le langage des enfants trisomiques. Ça fait depuis plus de 20 ans qu'à l'Institut Lejeune, on a le souci de dépister ces apnées du sommeil parce qu'on voit très bien leur retentissement chez les enfants et dans les familles. Simplement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les outils dont on avait l'usage jusqu'à présent n'étaient pas assez performants et à l'occasion du suivi, de l'accompagnement d'une famille, Chantal et sa petite fille Marie, on s'est rendu compte qu'on avait laissé passer ces apnées du sommeil. On pensait qu'avec les signes cliniques, que notre expérience, on les voyait et là on ne les a pas vus. Voilà. Et donc on s'est rendu compte que ces apnées étaient mal dépistées et que pourtant elles avaient un retentissement, ça on le sait depuis tout le temps, sur le développement des enfants. Pour les parents concernés, toutes les informations sur le site de l'Institut Jérôme Lejeune qui s'affiche en bas de l'écran. En Belgique, les frères de la Charité de Gand ont une ultime chance de se conformer à la doctrine de l'Église sur la pratique de l'euthanasie. C'est ce qu'a annoncé hier le frère René Stockmann, leur supérieur général à Rome. Après la décision de l'Organisation des frères de la Charité de Gand en Belgique de ne pas modifier son texte d'orientation favorable à l'euthanasie, le frère Stockmann a rencontré les autorités vaticanes vendredi. Il a donc décidé de laisser une dernière chance à la branche belge
avant que d'autres décisions ne soient prises par Rome. Monseigneur Pansart a célébré sa première messe dimanche comme évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes. Sa messe d'installation a réuni près de 2000 personnes, dont 1000 restées sur le parvis malgré la pluie. Entouré par 22 évêques pour rejoindre la cathédrale, Monseigneur Pansart a été accueilli par le cardinal 23, l'archevêque de Paris. Après la lecture de la bulle papale, Monseigneur Dubost, son prédécesseur, lui a remis la crosse avant le baiser fraternel. Monseigneur Pansart s'est ensuite installé sur la cathèdre et a pris ainsi officiellement ses fonctions. Il sera à la tête d'un diocèse à la fois rural et urbain et il compte bien sur les jeunes pour exercer son ministère. Je compte sur vous les jeunes, disciples du Christ. À l'heure où le pape François a lancé un synode pour les jeunes et les vocations, vous n'êtes pas seulement l'Église de demain, vous en êtes aujourd'hui des membres actifs. Prenez votre place. N'ayez pas peur d'attirer notre attention sur les soutiens et les appuis qui vous sont nécessaires pour vivre votre foi dans le monde de ce temps. N'ayez pas peur non plus de conseiller votre Église et de la pousser à prendre des initiatives pour mieux rejoindre vos générations. Le premier MOOC au monde pour les catéchistes a été lancé hier. Il s'agit d'un cours en ligne élaboré par le diocèse de Paris. Il est ouvert à tous. Déjà plus de 5000 personnes en France, mais aussi dans le monde entier, se sont inscrites pour cette formation qui a débuté hier. Au programme, une série de vidéos pour les catéchistes diffusées pendant 9 semaines, animées par une laïque et 2 prêtres. Emmanuel Bergerot, chef de ce projet MOOC, nous dit la force de ce nouveau mode de formation. Ce nouveau moyen de formation, d'abord, il touche beaucoup plus de gens que des formations présentielles. C'est-à-dire que dans la mesure où il est ouvert à tous, on peut s'inscrire, et on le voit là avec le MOOC des catéchistes, du monde entier, de la France entière. Et ce MOOC a vraiment une vocation universelle. Son avantage énorme, c'est qu'on peut le suivre à son rythme. Il va durer 9 semaines. Chaque semaine, on met en ligne un contenu de cours et ce contenu peut être consulté n'importe quand dans sa semaine. Même si on est en différé et si on a raté 2 ou 3 semaines, on peut s'inscrire encore sans problème et rattraper les choses. D'autant plus que nous, on a pris le parti de s'arrêter pendant les vacances de la Toussaint. On suit le rythme scolaire. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche là encore en bas de votre écran. On poursuit avec la chronique du Monde et Jasmin Lemieux-Lefebvre qui nous parle du climat agité sur la scène politique canadienne. Bonjour du Québec. Alors aujourd'hui, je vous parle de religion et de liberté de conscience dans le cadre de la politique canadienne fédérale. Alors, le troisième parti en importance au pays, le nouveau Parti démocratique, le NPD, a élu son nouveau chef. Et pour la première fois, c'est un chef, pour tout parti confondu, qui porte des signes religieux ostentatoires. M. Jagmeet Singh, il est de religion sikh. Alors, il a été élu au premier tour avec une belle majorité de 53 %. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il avait été harangué par une militante d'extrême droite qui croyait qu'il était musulman. Et puis, il appelait à l'amour et à la paix avec beaucoup de charisme. Et d'ailleurs, c'est son charisme qui en fait une figure politique de plus en plus populaire ici. Et on se questionne ici au Québec où les signes religieux ostentatoires ne sont pas vraiment bien vus. C'est le pourra percer. Et la semaine dernière, en parlant du chef du Parti conservateur canadien, qui lui est catholique, M. Singh disait ceci. Ce qui est un problème, c'est quelqu'un comme Andrew Scheer qui ne porte pas de signes religieux, mais qui est contre les droits des femmes et contre aussi les droits de la communauté LGBTQ. Il ne porte pas de signes religieux, mais à cause de sa religion, il est contre les droits de la personne. Alors, pour essayer de se défendre, de dire que, écoutez, religion et progressisme, ce ne sera pas de problème, ça peut aller ensemble, eh bien, il a dû, malheureusement, parler contre la religion catholique. Alors, il y aura, c'est évidemment les tout nouveaux en politique, ça sera très intéressant de voir dans les prochaines semaines comment ça se définit. Et parallèlement, une jeune députée qui est pro-vie
devait être élue sur le comité de la condition des femmes. C'est une conservatrice et les libéraux et les représentants du NPD, plutôt que de voter, ont décidé tout simplement de se lever et de quitter parce que pour eux, une pro-vie ne pouvait pas être à la tête d'un comité pour la condition des femmes. Alors, beaucoup de discussions sur ce sujet-là aussi, vous pouvez imaginer. Donc, la scène politique européenne est très, très agitée ces jours-ci, bien, au Canada aussi. Merci Jasmin. Tout de suite, on retrouve notre invité. Depuis 30 ans, le nombre de divorces a augmenté de 66%. En France, pays du vivre ensemble, on ne s'est jamais autant séparé, avec des conséquences qui ne sont pas anodines, pauvreté, précarité, inégalité. C'est pour réagir à cette situation que les AFC ont lancé la campagne « Divorce, arrêtons la casse ». Jean-Marie Andrès, bonsoir. Alors vous êtes le président des AFC. Peut-être, avant de revenir sur ce sujet, peut-être une réaction par rapport au climat ambiant morbide que l'on a vu en début de journal, Las Vegas, Marseille. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça évoque la douleur profonde provoquée par la folie du monde, la folie des hommes en fait. Le monde, c'est peut-être un petit peu une façon de se dédouaner, c'est la folie des hommes. Alors, cette folie des hommes, elle est ancienne, elle est vieille. On pourrait la regarder avec une espèce de fatalisme. Je crois que le reste des informations que vous avez présentées nous montre en fait qu'à côté de cette folie mortifère, il y a en réalité une vie, une dynamique amicale extraordinaire en fait à l'égard de l'humanité. Et c'est cette dynamique en réalité qui va sauver le monde, qui sera plus forte que la mort. Même si, évidemment, nous vivons une situation particulière, c'est-à-dire que cette folie du monde, il y a des moments où elle passe par des points hauts, des points forts, et en ce moment, c'est certainement le cas. Et donc, ça demande un effort encore plus important, justement pour donner de l'espace et de l'avenir, en fait, à l'amour les uns pour les autres, au travers de nos différences. Et on voit bien que ces différences, ça nous crée des difficultés. Et donc, il faut redoubler de vigilance. Donner de l'avenir pour l'amour, c'est un peu aussi le sens de votre campagne. Divorce, arrêtons la casse. Alors, pourquoi le lancement de cette campagne aujourd'hui ? Alors, pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi pas demain ? Pourquoi on s'y prend si tard ? D'ailleurs, parce que dans le fond, le divorce sévit. Comme vous avez cité le chiffre de plus 60% depuis un moment. En fait, on s'est dit maintenant, parce que ça fait trop longtemps que ce problème est devenu un sujet banal, c'est-à-dire que l'on accepte avec fatalité et que l'on subit parce que nous avons l'impression qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui nous dit de notre société, ce sujet qui est devenu si banal, la séparation des parents ? Si vous voulez, en fait, nous sommes dans une société qui a des faiblesses et des points forts. La faiblesse, c'est cette fatalité, en fait, face à ce qui fait pourtant le cœur de l'être humain, c'est-à-dire le fait d'être deux. Mais son point fort, c'est aussi l'aspiration, finalement, une authenticité, en fait, dans ce que l'on vit dans le lien de deux. Malheureusement, cette authenticité, elle va plutôt contre le bonheur des gens, dans la mesure où l'authenticité dicte, quand le sentiment s'atténue, en fait, la séparation. Et ça, je crois que c'est une méconnaissance de la nature profonde de l'homme qui n'est pas que pulsion ou que sentiment, et qui ne peut donc pas juste vivre au gré de sa pulsion ou de sentiment de l'instant. Et donc, il faut que la société aide chacune des personnes, chacun des couples, à précisément s'unifier et les rendre capables, en réalité, de se construire et pas simplement de se subir. Et voilà tout l'enjeu. Alors justement, pour cette campagne, vous avez des solutions, vous proposez des solutions pour notre société. Quelles sont-elles ? Alors, précisément, je dirais que le point clé, c'est d'une certaine manière reprendre en main sa vie. Aujourd'hui, notre constat, c'est qu'on l'a subi. Et pour prendre en main sa vie, il faut que la société, c'est-à-dire ce lien entre les uns et les autres, se mobilise pour
qu'on comprenne mieux cette dynamique de l'être humain, cette dynamique de l'être d'eux. Et donc, parmi nos préconisations, très concrètement, c'est de la formation, c'est-à-dire une sensibilisation au fait que l'être humain, il a des caractéristiques, qu'il peut prendre en main son destin, qu'il y a des choses à faire pour ce faire, et que c'est possible. Il y a des succès nombreux à partir du moment où justement on reprend les choses en main. Ça peut être une formation avant un mariage à la mairie, une formation proposée par les mairies par exemple, un peu plus concrètement. Les chrétiens sont assez sensibilisés en fait à ce que l'on appelle la préparation du mariage. La préparation du mariage qui, dans l'Église catholique, a évidemment une dimension spirituelle très importante, mais l'homme n'est pas que spirituel, l'homme n'est pas que métaphysique. Il faut aussi qu'il s'occupe d'être fidèle à sa nature. Le Créateur nous a créés d'une certaine manière, encore faut-il le connaître. Et donc une préparation, je dirais, au mariage civil, une préparation à la connaissance de ce que c'est que l'être humain, c'est ça en fait certainement une pièce maîtresse qui manque aux chrétiens, mais aussi en fait aux non-chrétiens. Oui, parce que vous parlez dans cette campagne des facteurs extérieurs qui provoquent les divorces. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, si vous voulez, on vient de le dire, il faut reprendre en main son destin, mais il faut aussi savoir que le milieu dans lequel nous vivons n'est pas un milieu neutre. Aujourd'hui, en fait, il y a une extraordinaire pression qui va contre en fait, le couple, contre son unité. On peut en citer quelques-unes. Il y a d'abord évidemment l'hypersexualisation en fait, de notre temps, de l'audiovisuel en particulier, de la pub, etc., qui va évidemment dans un très mauvais sens. Mais il y a aussi en fait une ambiance qui est très... d'une certaine, on dirait de manière compliquée libertaire, mais pour parler plus simplement, c'est quelque chose qui dit, en fait, il suffit d'écouter ce que tu as envie de faire, et c'est ça la source du bonheur. Les statistiques, en fait, montrent le contraire. C'est qu'en guise de source du bonheur, en réalité, c'est une source d'un malheur incroyable, puisque... Quelles conséquences, justement, d'un divorce? Qu'est-ce que vous avez observé, vous Mais il y a 1000 conséquences. On va en citer quelques-unes pour s'effrayer 2 minutes. Par exemple, il faut quand même savoir qu'il y a... les enfants qui vivent le divorce de leurs enfants ont, en gros, 2 fois moins de chances de réussir leurs études. 2 fois moins de chances. Il faut savoir que les plus pauvres en France, ce sont en général des femmes seules, et ce sont en fait des femmes issues du divorce ou de l'abandon. Il faut savoir qu'un homme qui a divorcé a 7 fois plus de chances de se suicider qu'un homme qui ne divorce pas. J'arrête, c'est terrifiant. Ouais, des conséquences à la fois personnelles, mais aussi pour la société, au fond. Pour la société, évidemment, parce qu'aujourd'hui, un exemple très concret, nous avons une énorme pénurie de logements. Un divorce, pour résumer, pour illustrer la situation, c'est vous passez d'un 5 pièces à 2 fois 3 ou 4 pièces. Donc en fait, le nombre de divorces, c'est une inflation de besoin de logement, c'est une accentuation du manque de logement en France. Donc vous avez un effet effectivement pour l'ensemble de la société, et pas simplement en fait pour les familles. Et ça, toutes ces conséquences, aujourd'hui, vous souhaitez alerter les députés, c'est bien cela? Je crois que nous cherchons à alerter tout le monde. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours un réflexe qui consiste à dire il n'y a qu'à voter une loi. Il faut que chacun prenne conscience que chacun a des leviers entre les mains. Chaque couple doit se construire, prendre sa construction en main. Ça, c'est la préparation pour le mariage que l'on vient de discuter. Mais bien sûr, le politique a un rôle à jouer. Il doit envoyer des messages positifs, il doit organiser la société de manière constructive, et en particulier revenir sur un certain nombre de décisions qui ont été prises ces dernières années, parmi lesquelles on peut citer le divorce sans juge. Le juge n'est pas simplement un maître d'école vicieux qui tape sur les doigts des uns et des autres. Non, le juge est une personne responsable, compétente, formée, qui a de l'expérience et qui organise, qui aide les couples à organiser leur divorce avec sérieux et qui en particulier anticipe en fait les fragilités issues du divorce. Donc ça, c'est un point tout à fait majeur. Il y a aussi un autre aspect fondamental. On a, pour édulcorer le divorce, on a supprimé la notion de faute. Non, quand on prend un engagement à l'égard d'un autre, quand on rend cet engagement, il y a faute. Appeler un chat, ça fait partie des choses qui permettent justement de prendre conscience qu'on est responsable, on est acteur et on peut reprendre les choses en main. Au fond, aujourd'hui, il est plus facile de divorcer que de résilier un abonnement téléphonique, par exemple.
Oui, de toute façon, en tout cas, si ce n'est pas encore tout à fait le cas, c'est bien l'orientation qui est prise, parce que l'on fait une erreur de jugement fondamentale qui est le mal que produit le divorce ne vient pas de la procédure de divorce. Le mal que produit le divorce, c'est le divorce qui le produit tout seul. Hein. Et donc, c'est bien cette rupture, en fait, qui est à la source, en fait, de ces problèmes, de ces difficultés, de ces souffrances que vivent les personnes. Alors, encore une fois, l'idée dans cette campagne n'est pas de stigmatiser les personnes. Elles souffrent suffisamment comme ça. Elle est au contraire, je dirais, que le plus en amont possible, nous ayons conscience que la seule solution n'est pas le désespoir face au divorce. Il y a bien, quand on s'y prend suffisamment tôt, quand on prend les choses en main, la possibilité de construire un avenir durable à deux. Merci beaucoup Jean-Marie Randrès. Il nous reste une petite minute, peut-être une réaction sur une question d'actualité. La fin des allocations familiales universelles souhaitées par le gouvernement, bonne ou mauvaise idée ? En quelques mots. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, mais qui illustre malheureusement une indigence totale du monde politique sur ce qui fait la solidarité des familles entre elles et dans la société. Aujourd'hui, on a une conception qui consiste juste à penser en fait que la politique, c'est la politique de Robin des Bois. On vole les riches pour donner aux pauvres. La solidarité d'une société, c'est pas seulement comme ça que ça se construit. C'est aussi reconnaître qu'il y a des familles qui consentent un effort supérieur à ce que d'autres consentent, que évidemment l'enfant qui porte l'avenir de notre société est source d'un effort incroyable de la part des familles, et que se montrer solidaire en fait à cet effort, c'est aussi construire en fait ce lien fort qui sera le lien de demain. Merci beaucoup Jean-Marie Randrès d'avoir apporté votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.